Bonjour et bienvenue à ce télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Ce télésommet a pour objectif de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer la gestion qui soient rassembleuses, stimulantes, valorisantes, propices à l'amélioration continue et à l'innovation et qui permettent de résoudre des situations complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée, consultante en développement et transformation des organisations, coach et facilitatrice de groupes de co-développement professionnel et d'apprentissage dans l'action. Je suis aussi auteure du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, paru aux éditions JFD en 2016 et préfacé par Céline Bareil, professeure titulaire à HEC Montréal. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous faire découvrir un de nos invités du Télésommet 2017. Je vous souhaite un très bon visionnement. Aujourd'hui, il me fait grand plaisir d'accueillir M. Philippe Rodet. Bonjour, M. Rodet. Bonjour. Philippe est médecin urgentiste, auteur et conférencier. Dirigeant de bien-être et entreprise, il est consultant en management. Dans sa carrière, il s'est intéressé à l'influence de la motivation d'abord sur la réussite humaine, puis sur la santé. Il s'est aperçu, que ce soit lors de gardes au SAMU ou à l'occasion de missions humanitaires au Burkina Faso, en Roumanie et en Bosnie-Herzégovine, que les mêmes leviers de motivation favorisent la cohésion d'une équipe et diminuent les tensions. Une fois compris les raisons de ces effets grâce à des études menées dans différents pays, il partage ses découvertes aux managers afin d'aider l'entreprise à trouver la voie de la réussite, de la cohésion et de la créativité. Il s'implique aussi dans différents projets, le Cercle Stress Info, la Commission nationale sur le stress de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, la Commission sur les risques psychosociaux auprès du ministre du Travail, la Fondation de la Commission sur le plaisir au travail du Centre des jeunes dirigeants. Il intègre en 2012 l'APM, l'Association pour le progrès du management, en tant qu'expert. Philippe est auteur et co-auteur de 6 ouvrages. Son dernier livre, Le management bienveillant, coécrit avec Yves Desjacques, vient de paraître aux éditions Erol. Dans le cadre de cette entrevue de 20 à 30 minutes, Philippe nous parlera de l'importance du management bienveillant. Il en précisera les contours et les bénéfices pour soi, pour les autres et pour l'organisation. Il nous dira comment le développer. Bonjour Philippe et bienvenue à ce Télésommet 2017. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Philippe, avant de commencer, est-ce que ce serait possible du moins de compléter votre parcours professionnel? Je me suis intéressé dès le départ à la réussite humaine. Lors de mon premier stage d'externe en 4e année de médecine, je l'effectue en réanimation et là, j'assiste au décès d'un enfant de 15 ans qui avait mis fin à ses jours parce qu'il échouait à l'école. C'est forcément quelque chose de traumatisant. L'année suivante, je vais assister à une conférence d'un homme qui parle de l'influence de la motivation sur la réussite humaine dans l'entreprise. Je vais le voir à la fin de sa conférence et je lui dis, ces leviers de motivation qui permettent de réussir dans l'entreprise, est-ce qu'on pourrait les utiliser auprès de jeunes en situation d'échec à l'école? Il me dit oui, on va les expérimenter et on se rend compte que dans 6 à 7 cas sur 10, on obtient des résultats intéressants. Je veux ensuite vérifier que cela puisse marcher auprès de sportifs de niveau. Et parmi ceux-ci, il y avait quelques cyclistes professionnels. Histoire d'être pleinement rigoureux par rapport à la loi, on dose certaines hormones dans le sang et je me rends compte que plus la motivation chez ces sportifs augmentait, plus leur niveau de stress, plus une hormone du stress baissait. Et c'est cette interaction entre le stress et la motivation qui va m'intéresser pendant 25 années. Tout d'abord, pour accompagner des jeunes en situation d'échec, pour aider les sportifs de niveau, et ensuite, dans le monde de l'entreprise. D'accord. Et donc, là, vous venez d'écrire un livre sur le management bienveillant. Pourquoi parler du management bienveillant? Actuellement, nos grands États modernes sont souvent confrontés à 2 maux. D'une part, une augmentation du niveau de stress et d'autre part, une baisse de la motivation. On a dans nos grands États une véritable crise du désir.
le désir de bien faire, le désir de réussir, le désir de se dépasser. Eh bien, à travers le management bienveillant, ce que l'on voudrait, c'est diminuer les effets du stress et augmenter la motivation. On a donc imaginé différents leviers qui seraient capables de parvenir à ces effets-là. D'accord. Et qu'est-ce que c'est qu'un management bienveillant? Avant qu'on parle des leviers, est-ce que vous pourriez m'en donner une image un petit peu plus concrète? Ça s'exprime comment dans l'entreprise? Un management bienveillant, c'est un management qui va permettre de faire attention à l'autre, qui va être destiné à faire le bien de l'autre. Le respect, c'est veiller à ne pas blesser l'autre. Le management bienveillant, c'est tout faire pour que l'autre se porte au mieux. D'accord. Et donc, vous parliez des leviers pour un management bienveillant. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ces leviers? Tout à fait. On est allé chercher deux types de leviers de motivation. Certains qui vont augmenter les émotions positives. Et c'est le cadre, par exemple, c'est le cas, par exemple, du sens. C'est le cas des objectifs qui sont fixés à un niveau à la fois ambitieux mais réaliste, en s'appuyant sur les travaux du célèbre psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. C'est le fait de laisser un juste niveau d'autonomie, c'est être capable d'encourager, c'est être capable d'exprimer de la gratitude. Mais on va aussi aller chercher des leviers qui vont être en mesure de diminuer les émotions négatives. Je pourrais citer par exemple le fait de reconnaître ses maladresses. Quand on est trop ferme avec un collaborateur, il est important d'aller en parler avec lui et de lui présenter des excuses. C'est le fait de faire l'effort d'être perçu comme juste. On se rend compte qu'on est plus prompt avec nos collaborateurs à faire des reproches que des compliments. Eh bien, il faudrait être en mesure de faire plus de compliments que de reproches, et si on a une erreur à corriger, de bien la corriger. Ce serait faire l'effort également d'être cohérent. Souvent, entre le discours et les actes, il y a un écart et il faudrait éviter cet écart. Et on sait que si on augmente les émotions positives et si on diminue les émotions négatives, on va favoriser la sécrétion de deux hormones, l'ocytocine et les endorphines, qui vont à la fois diminuer les effets du stress, améliorer les relations entre les personnes, améliorer la cohésion des équipes, renforcer la créativité et même aller jusqu'à réparer d'éventuelles lésions induites par le stress au niveau de l'immunité. On peut donc agir à la fois sur la santé et à la fois sur la performance de l'entreprise. Il me vient une question à l'esprit comme ça, c'est selon vous, bon, les gens ne sont pas malveillants, mais pourquoi on laisse si peu d'espace ou en tout cas, pourquoi on a besoin de parler de bienveillance aujourd'hui? Je crois que dans le contexte actuel, on n'est pas spontanément bienveillant. Les tensions de la vie de tous les jours font que les côtés peut-être les plus difficiles de l'être humain vont s'exprimer avant les meilleurs côtés. Il y a une situation qui est évocatrice. Quand il y a une crise sociale ou humanitaire, tout le monde est prêt à se rassembler, à s'entraider, à travailler ensemble. Dès que cette crise disparaît, les tensions réapparaissent. Eh bien, je crois que ce qu'il faut, c'est essayer de faire en sorte que ces comportements d'entraide, de solidarité, de bienveillance continuent à exister, même en dehors des périodes de crise. Et donc, vous me dites que d'une certaine façon, bon, là, c'est parce que dans le fond, je fais un lien avec le stress. Est-ce que quelque part, c'est que si on manque de bienveillance parfois au travail, c'est aussi parce qu'on est sujet nous-mêmes au stress par rapport à notre environnement ou par rapport à l'organisation? Vous avez tout à fait raison. Plus on sera stressé, plus on va avoir tendance à être agressif et moins on aura facilement tendance à être bienveillant. L'essentiel est donc d'arriver dans un premier temps à ce que nos managers soient le moins stressés possible en leur donnant quelques clés pour se protéger. Ensuite, ils seront plus aptes à exprimer de la bienveillance que s'ils sont de très mauvaise humeur le matin en arrivant au bureau.
Et selon vous, quelles sont ces clés-là? Les clés qui permettent à un manager de développer ou de se sentir moins stressé et donc plus bienveillant? Il y a deux petits exercices que je fais tous les soirs pour me permettre d'être plus serein, qui Hein? me prennent à peu près 3 minutes, les deux. Le premier, dans un petit carnet, je note d'un côté du petit carnet les éléments qui se sont mal passés dans la journée. De l'autre côté, je note les éléments qui se sont bien passés. Je repère ensuite les 3 éléments les plus importants à mes yeux parmi ceux qui se sont bien passés. Et ces 3 éléments-là, je me force à y penser en me couchant. Bien, c'est une forme d'hypnose de pleine conscience et on sait depuis assez peu, c'est depuis le mois d'août 2016, que les aires de notre cerveau impliquées dans la pleine conscience sont en mesure de freiner les sécrétions d'adrénaline et de noradrénaline au niveau des surrénales, les glandes qui sécrètent ces deux neuromédiateurs. On a donc une véritable action pour diminuer le niveau de stress. L'autre petit exercice que je fais, c'est qu'au dos du petit carnet, je note mes petits succès. Un point positif, par exemple une étude qui est parue à l'échelle internationale et qui va dans le sens de ce que l'on essaie de démontrer, eh bien ce sera quelque chose de positif, mais ce ne sera pas un succès. Je ne suis pas à l'origine de l'étude. Un succès, c'est quelque chose que je remporte grâce à mon action. Quand j'ai un petit succès, je le note. Quelques jours passent, puis j'en ai un autre, je le note. Et au fur et à mesure où je les note, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de relire les 3 ou 4 précédents. Et de ce fait, on va augmenter ce que les psychologues appellent le sentiment d'efficacité personnelle. C'est la conscience que dans un domaine bien précis, on sait faire. Quand on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, on va aller chercher à la fois de la persévérance, de la confiance en soi, de la créativité, de l'optimisme, et on va faire baisser le niveau de stress. Et ce qui est intéressant, c'est que le niveau de stress, dans ce cas-là, s'il baisse, cela vient de la modification de l'expression d'un de nos gènes, un gène qui s'appelle OXTR, un gène qui code pour une protéine d'un récepteur à une hormone qui est l'ocytocine. Et comme l'ocytocine est une hormone qui est plutôt apaisante, on va rendre le récepteur ocytocine plus actif, l'ocytocine agira davantage, et donc on sera plus serein. L'intérêt de ces deux petits moyens, c'est qu'ils ont 2 modes d'action différents, mais puissamment complémentaires. Les deux ne prennent que 3 minutes le soir, et si on les pratique régulièrement, le temps de sommeil se diminue un tout petit peu, la qualité du sommeil s'améliore, et en plus d'être plus serein, on va gagner une sensation qui est très agréable, c'est de pratiquement jamais être fatigué. Et donc, même, on peut transposer ces exercices-là dans notre propre management ou dans notre propre gestion avec nos équipes, c'est-à-dire souligner les succès, les réussites. Vous avez tout à fait raison et on voit que vous êtes déjà prête à utiliser un management bienveillant. Oui, c'est ça. Je commence à mettre ça en application dès ce soir. OK. Et est-ce que vous pourriez me dire, selon vous, bon, vous avez quand même parlé de créativité, vous avez parlé de certains éléments, mais quels sont les bénéfices pour soi, pour les autres, puis pour l'organisation? Alors, on s'est rendu compte que si on mettait en place un management bienveillant, vous savez, quand on fait attention à quelqu'un, on se protège soi aussi des effets du stress. Faire attention à l'autre, ce n'est pas simplement l'autre qui est bénéficiaire, mais c'est aussi soi. Quand on va dire un message de gratitude, quand on va prononcer un message de gratitude à un collaborateur, au fond, on se fait également plaisir. Et vous me permettrez de citer un auteur qui a beaucoup marqué votre pays, c'est Hans Selye, l'homme qui, pour la première fois, décrit la réaction du stress en 1936. Il disait le meilleur traitement du stress, c'est l'engagement dans une cause d'intérêt général. Ainsi s'opère une forme d'altruisme égoïste. L'altruisme égoïste, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose pour les autres, en même temps, on ne le fait pas pour cela, mais on va se protéger des effets du stress. Eh bien, c'est un petit peu ça, c'est que quand on fait attention à l'autre, on se protège déjà un petit peu soi des effets du stress. En même temps, pour l'organisation, eh bien, on va aller chercher, on aura des collaborateurs qui seront moins stressés, qui seront plus créatifs, qui auront plus envie de travailler, qui auront plus envie de mener à bien un projet, plus envie de se dépasser, plus envie de réussir.
des collaborateurs plus engagés, des collaborateurs moins stressés, on voit bien qu'on ira chercher de la santé et du succès. Et l'organisation, évidemment, en profite parce que si tout le monde est plus engagé, ça augmente de toute façon le niveau d'efficacité et de performance de l'organisation. Oui, et puis on se rend compte, vous voyez, si on faisait ces petits exercices régulièrement, on sait qu'on va améliorer un petit peu l'optimisme. Et l'optimisme, c'est aussi ce qui va, à l'échelle d'une entreprise, permettre de transformer les soucis en défis. Les soucis nous accablent, les défis, on a envie de les relever. Et c'est cet état d'esprit-là qu'il est important d'aller chercher. Dans des périodes de grandes difficultés, si on est en route vers quelque chose qui nous passionne, si on sent que ce quelque chose est à portée de main, on a plus envie d'y consacrer de l'énergie et du temps que si, à l'inverse, on se dit de toute façon, ce ne sera pas possible. Quel lien faites-vous entre le manager bienveillant et les nombreux défis et enjeux sociaux, économiques, technologiques et environnementaux qu'on a à relever pour l'avenir? Je suis toujours un petit peu attristé quand on voit parfois la faiblesse des liens sociaux. Jean-Jacques Breton, qui est psychiatre à Montréal, dit si le stress nous pose problème, c'est d'une part parce que les sources ont augmenté, mais d'autre part parce que les facteurs de protection se sont effondrés. Et parmi les facteurs de protection, il cite les liens sociaux de qualité. Eh bien, je suis toujours surpris de voir à quel point ces liens sociaux se dégradent, de voir à quel point on est de plus en plus individualiste. Eh bien, si on met en place un management bienveillant, on va être en mesure de recréer des liens sociaux à l'intérieur de l'entreprise, mais comme on va faire émerger des émotions positives et que celles-ci sont aussi contagieuses que les émotions négatives, ces émotions positives qui seront nées dans l'entreprise diffuseront ensuite dans la société, au niveau des familles, au niveau des enfants, et cette action initialement née dans l'entreprise va provoquer une véritable contagion de la bienveillance à l'échelle de la société. Comment on la développe? Vous m'avez montré 2 trucs pour qu'un manager réduise d'une certaine façon son niveau de stress puis qu'il devienne plus bienveillant. Mais dans une structure organisationnelle, est-ce que vous avez vu des démarches concrètes qui visaient à développer le management bienveillant de façon plus formelle dans l'organisation? Oui, il faut pour que cela soit efficace, que ce soit porté par le sommet de l'entreprise, par le président et par le comité exécutif. Si c'est simplement développé dans un service et que l'on a l'impression que c'est indépendant de la volonté du sommet de l'entreprise, là, c'est une catastrophe. Il faut donc une action qui naisse depuis le président, depuis son comité exécutif, pour que cela ait une chance d'être efficace. Il faut ensuite mettre en place un système de formation des managers. Mais former des managers pour aller chercher chez eux un changement de comportement, ce n'est pas simple. Si on fait simplement des formations, eh bien, on n'aura jamais de résultats. Il faut mettre en place, en plus, des incitations. C'est-à-dire qu'on va former des managers et on va par exemple leur dire, eh bien, dans 3 mois, on va se revoir et on fera le point des actions que vous aurez mises en œuvre. De ce fait, cela va inciter à mettre en place une forme de management bienveillant. Ça peut être de proposer dans les semaines qui suivent un échange par courrier électronique et de ce fait, on aura là aussi une incitation. Si le message est porté par le sommet de l'entreprise et qu'en plus il y a ces incitations, on assiste à des changements de comportement à l'échelle de l'entreprise. Mais en même temps, la bienveillance, c'est pas une technique, là, c'est quelque chose qui doit vraiment venir du cœur. Donc, j'imagine comment il faut que ça soit vrai pour que ça soit efficace. Dans ces formations-là, comment vous abordez le sujet? Vous avez raison, il faut que ce soit authentique. Sinon, la bienveillance apparaîtrait comme un outil. Mais on arrive chez un grand nombre de personnes, heureusement, à trouver une fibre humaine qui est parfois simplement un petit peu altérée par un contexte difficile. Et quand on explique l'intérêt que l'on peut avoir à de tels comportements, eh bien souvent cela revient à souffler un petit peu sur les braises de l'humanité
pour que, de nouveau, une petite étincelle jaillisse. Si on a des collaborateurs qui sont plus apaisés, qui comprennent vraiment l'intérêt qu'il y a à de tels comportements, souvent, cela se passe bien. Oui, de toute façon, c'est rassurant pour tout le monde. C'est quand même de vouloir mettre en place quelque chose qui est vertueux d'une certaine façon. Exactement. On va passer d'un cercle vicieux parce qu'on sait que si on a beaucoup de stress, il va être moins facile de motiver nos collaborateurs. Or, la motivation protège du stress. Donc, on va avoir un cercle vicieux qui sera plus de stress, moins de motivation, encore plus de stress, encore moins de motivation. On ira chercher des problèmes de santé et de l'échec. À l'inverse, si on diminue un peu le stress, on va pouvoir motiver. Et si on motive, là, on va encore effondrer le stress. Et donc, on pourra motiver encore plus facilement. On aura bien un cercle vertueux. D'accord. Qu'est-ce que vous auriez à conseiller aux gestionnaires qui nous écoutent? Quel conseil vous leur donneriez vis-à-vis la bienveillance? Cela peut paraître parfois un peu du bisounoursisme. On va me dire, oui, mais vous savez, dans l'entreprise, il faut être efficace, il faut être productif. Eh bien, si on met en place un management bienveillant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas demander d'efforts. Pour moi, l'effort, c'est une des clés du bonheur. Si on nous déposait sur un très beau sommet en hélicoptère, on verrait de magnifiques paysages et on éprouverait du plaisir. Si on a fait l'ascension et que celle-ci était très difficile, parce qu'on aura fait des efforts, on sera heureux à l'arrivée. Eh bien, le management bienveillant n'interdit pas l'effort. Bien au contraire, on ne va pas priver nos collaborateurs de bonheur. En revanche, on va leur demander ces efforts de manière très fine, de manière parfaitement adaptée à leurs compétences pour ne pas créer de tension, mais leur donner envie de réussir ces efforts. Donc, vous conseillez aux gestionnaires de se comporter de manière bienveillante et de faire en sorte que leur manager se comporte de la même manière. C'est ainsi qu'ils iront chercher à la fois chez leurs collaborateurs de la santé et du succès. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous auriez quelque chose que vous aimeriez ajouter? Ce serait peut-être, et votre interview s'y prête particulièrement bien, un grand merci à tous ces auteurs, à tous ces chercheurs au Canada qui mènent depuis très longtemps des travaux sur le stress. Dans mes ouvrages, je suis surpris à chaque fois par le nombre d'auteurs que l'on cite. Je parlais tout à l'heure de Jean-Jacques Breton, je pourrais parler de Pierre Gagnon qui est psychiatre à Montréal. Tous, je pourrais parler de ce chercheur, professeur de psychologie du travail, Éric Gosselin, tous mènent des travaux extrêmement intéressants qui permettent de mieux comprendre, qui permettent d'avoir un regard nouveau et qui contribuent à bâtir, à jeter les bases d'un management bienveillant. Qui est dans le fond, selon vous, une solution, je pense, à l'avenir. C'est une solution à l'avenir, c'est une solution qui me semble particulièrement adaptée au contexte difficile que l'on traverse actuellement. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Vraiment, c'est très apprécié que vous partagiez ainsi cette information sur le management bienveillant. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, si vous souhaitez en connaître davantage sur les travaux de M. Rodet, je vous invite à consulter son livre et j'en ai mis un lien sur l'invitation que je vous ai envoyée pour visionner cette entrevue. De plus, je vous donne aussi son adresse de site web. Alors, c'est le stress-info.org. Donc, vous allez pouvoir trouver sur ce site, je pense, plusieurs informations sur le stress, n'est-ce pas, M. Rodet? Oui, on trouve plusieurs articles sur le stress, sur la motivation, sur l'interaction entre le stress et la motivation. Et on trouve également les liens vers les ouvrages que l'on a pu consacrer à ce sujet.
En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre participation au Télésommet et pour toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Je vous informe encore une fois que si vous avez le goût d'échanger et de partager sur vos découvertes dans le cadre du Télésommet, vous pouvez joindre le groupe Facebook Réinventer la gestion Télésommet 2017 et en prenant connaissance quotidiennement des courriels que vous recevez, vous allez vous tenir informé des différentes entrevues à venir dans le cadre du Télésommet. Alors, merci à tous de l'intérêt porté à cette entrevue. Merci aussi de l'intérêt porté au Télésommet 2017, Réinventer la gestion. Comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain? En souhaitant vous retrouver dans le cadre de futures entrevues. Je vous remercie encore une fois, M. Rodet, pour votre engagement et votre bienveillance. Merci à vous d'avoir organisé ce télésommet et de vous intéresser au management bienveillant. Merci. Alors, au revoir tout le monde et à une prochaine. Marie Côté, fondatrice de la gestion réinventée et auteure. Merci.